On ouvre ce 21-23 avec cette 6e journée de l'opération israélienne Rising Lion sur l'Iran et avec cette grande question, est-ce que le conflit est sur le point chaque jour un petit peu plus de s'internationaliser? Pour en parler sur notre plateau, Rina Bassiste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et ancienne diplomate israélienne. À vos côtés, Shirin Ardakani, vous êtes avocate, fondatrice de l'association Iran Justice. Vous êtes surtout aussi l'avocate de la prix Nobel de la paix Narges Mohammadi. On en parlera. Et puis sur notre plateau, Christophe Gascard, pilier de notre rédaction, et vous, journaliste international. Et vous êtes aussi ancien correspondant à Moscou, et ça nous servira. Nous allons tout de suite démarrer ce 21-23 en images avec, regardez ces images, ce qui s'est passé aujourd'hui, tout simplement un échange de mots entre Donald Trump et le guide suprême iranien, échange de mots de plus en plus musclé par Yann Effelé. Regardez. Le flou comme stratégie. Les États-Unis pourraient-ils rejoindre Israël dans ses frappes contre l'Iran? Le président américain laisse planer le doute. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Personne ne sait. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Iran a beaucoup de problèmes en ce moment. Et Donald Trump a, lui, une patience limitée. Quand est-ce que votre patience s'épuise? Elle est déjà à bout. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Plus tôt dans la journée, c'est le guide suprême iranien qui réagissait aux menaces américaines. Les États-Unis qui l'appellent à capituler sans condition. À la télévision iranienne, l'ayatollah Khamenei se montre déterminé à se défendre. Le président américain a commencé à nous menacer. Une menace qui demande au peuple iranien clairement de se rendre. Nous n'avons agressé personne et on n'accepte pas non plus d'être menacés. Nous ne rendrons pas face à ces menaces. Le guide suprême a lui aussi mis en garde les États-Unis. Il affirme que leur intervention dans le conflit serait la source de dommages irréparables. Voilà, il y a quelques instants, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi lui aussi. On l'écoute et on en parle juste après. Je veux remercier le président Trump, un grand allié d'Israël. Je le remercie de se tenir à nos côtés et du soutien des États-Unis qui défendent le ciel d'Israël. Nous sommes en communication permanente et nous avons échangé encore hier soir. Je veux remercier le président Trump de son appui. Nous avons démarré cette opération pour éliminer 2 menaces existentielles pour Israël, la menace nucléaire et balistique, et nous avançons pour les éliminer. Nous contrôlons le ciel au-dessus de Téhéran. Nous frappons le régime des ayatollahs avec une grande force. Nous ciblons les sites nucléaires de production de missiles, les centres de commandement et les symboles du régime. Rina Bassiste, vous êtes ancienne diplomate israélienne. Comment vous décryptez cette déclaration de Benjamin Netanyahou? Je crois qu'il y a de plus en plus de coordination entre Jérusalem et Washington parce que dans les premières heures après l'attaque israélienne, vendredi matin, il y avait encore le flou. On se demandait est-ce qu'Israël a vraiment consulté les Américains avant de frapper? Est-ce que les Américains faisaient partie en fait de ce processus de prise de décision? Petit à petit, on comprenait qu'effectivement, il y avait des consultations bien avant. Et même jeudi, il y avait apparemment un coup de fil entre Netanyahou et M. Trump. Et même si peut-être Israël n'a pas demandé la permission, il y avait quand même des échanges et un dialogue sur les sujets. Maintenant, effectivement, les déclarations, comme c'était dit dans votre reportage, les déclarations du président Trump sont un peu floues. Hein? Ça va un peu dans tous les sens. Mais on a plus en plus le sentiment que la reprise des négociations va être très compliquée. Et d'ailleurs, les Iraniens ne se montrent pas très chauds de recommencer les négociations. Ils insistent toujours sur une reprise seulement à condition qu'Israël arrête sa campagne militaire. Pour l'instant, vous avez bien entendu M. Netanyahou, il n'est pas du tout prêt à s'arrêter. Alors, vous évoquiez le président Donald Trump. Justement, on va tout de suite traverser l'Atlantique pour se rendre à Washington, retrouver notre correspondante Camille Gutin. Camille, vous l'avez entendu, hein, déclaration un petit peu floue de Donald Trump, on le disait sur ce plateau. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée? Il est encore tôt à Washington, sur peut-être l'ambiguïté de certaines des déclarations du président américain.
Oui, exactement. On a vraiment le sentiment ici d'avoir que des messages cryptiques de la part de Donald Trump. Il pourrait bombarder l'Iran, mais il pourrait aussi ne pas le faire. Les Iraniens auraient dû négocier avec lui il y a une semaine, mais il ne ferme pas complètement non plus la porte à des négociations. En tout cas, ici, certaines sources commencent à dire que le président américain réfléchit très sérieusement à l'option militaire, ce qui n'était pas le cas il y a quelques jours. Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, une opération conjointe avec Israël? Est-ce que ça veut dire, au contraire, que les États-Unis seraient prêts à frapper seuls certains sites d'enrichissement d'uranium en Iran avec leurs propres bombes, leurs propres avions? Ou est-ce que tout ça n'est pas simplement une posture menacée finalement d'intervenir militairement pour garder la main dans des négociations avec l'Iran? Il y a beaucoup de questions. En tout cas, Donald Trump avait plutôt privilégié au début l'option diplomatique, mais il y a eu un intense lobbying de la part des Israéliens. Alors, est-ce que ça a suffi pour faire changer d'avis Donald Trump? Parce que Donald Trump n'en a pas tout simplement marre. Vous savez, il se lasse très vite. Il peut considérer que l'accord avec l'Iran n'aboutit pas assez vite. En tout cas, il va devoir prendre dans les prochaines heures une décision vraiment cruciale pour sa présidence. Lui qui, vous le savez, a toujours répété dans sa campagne présidentielle que jamais il n'engagerait les États-Unis dans une nouvelle guerre. Donc ça risque d'être très impopulaire. Et puis surtout, je vous rappelle que pour que les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, eh bien, il faut surtout, et c'est obligatoire, l'accord du Congrès. Merci beaucoup Camille Gutta en direct de Washington. Shirin Ardakhani, vous disiez il y a évidemment toute une lecture politique à faire de ces déclarations, de cette passe d'armes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis effarée. Je suis effarée de ce que je vois, de ce que j'entends. Vous avez montré 3 dirigeants qui, aucun, je crois, ne représente des valeurs que nous défendons de ce côté-là, du monde libre. Je suis consternée. Je suis émue parce que je me dis que le sort à la fois des Français que nous avons vus en début de sujet qui se disaient terrorisés d'être sous les frappes, des otages français que je représente aussi puisque je suis l'avocate de Cécile Collère qui sont dans les prisons d'Evin. On avait sa sœur Noémie à votre place hier soir. Qui eux aussi sont terrorisés parce qu'ils sont à la merci des frappes des Iraniens parce que la guerre ne fait pas de différence entre les nationalités et ils se trouvent dans le même bateau que les Iraniens, qu'ils soient d'ailleurs des dissidents politiques ou des simples civils, leur sort dépend finalement de qui? De l'ayatollah Khomeini, qui est un des plus grands criminels contre sa propre population, qui a massacré des centaines et des centaines de milliers de civils, pas que d'ailleurs pour les Iraniens, y compris dans le Proche-Orient, avec ses proxys du Hamas, du Hezbollah et autres. On a Netanyahou qui, franchement, est visé par un mandat d'arrêt international et qui a massacré, et je crois qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer ce qui se passe à Gaza. Et il n'en manquait finalement plus qu'un, si j'ai envie de dire, dans cette association presque de malfaiteurs criminels, c'est celui qui va venir régler à sa façon cette guerre illégale et absurde. Je suis sidérée, je suis en colère que nous soyons aujourd'hui dans cette position, malheureusement à commenter cela. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment on en est arrivé là. C'est une défaite, mais c'est une défaite de notre camp, celui du monde libre. Comment on a pu en arriver là. Voilà. Et on comprend votre émotion, Shirin Ardakhani, et tout à l'heure, dans quelques minutes, on va justement voir ce que vivent les civils iraniens. Christophe Gascar, votre réaction, et puis après, on ira en direct à Marseille. On voit en tout cas que Donald Trump est dans cette hésitation qu'on lui connaît, j'allais dire, depuis l'accession à la Maison-Blanche pour la seconde fois, avec des mots qui sont à la fois très durs, et en même temps, qui est, j'allais dire, trumpien aussi, en disant peut-être que je vais frapper, peut-être que je ne vais pas frapper. Cette ambiguïté stratégique pose effectivement la question sur comment Washington va réagir. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a appris il y a quelques minutes seulement que l'Iran convoque l'ambassadrice suisse qui représente, on le rappelle, les États-Unis, pour des propos justement de Donald Trump aujourd'hui. Et je vous arrête tout de suite, Christophe. Donald Trump est en train de parler. Il n'y a pas de raison de guerre. Si j'avais été là, il n'y aurait pas eu de guerre Russie-Ukraine ici. Et vous voyez la déclaration d'indépendance ici. Qu'est-ce qu'elle dit? Je me demande si la guerre civile, elle aurait pu être évitée avec toutes ces vies perdues. Mais bref. C'est difficile de voir ce qui se produit. Quoi qu'il en soit,
Israël sont en pleine guerre. Monsieur le Président, aujourd'hui vous avez rencontré votre chef d'état-major. Est-ce que vous avez parlé de ce sujet en détail? Oui, alors on connaît bien la situation en Iran, mais ces responsables connaissent la situation mieux que tout autre. Et bon, ils savent ce qu'ils font en Iran, les relations avec Israël. Ils voient ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier mon état-major pour le travail qu'il réalise. Vous savez, il y a des évolutions que nous suivons de très près. Nous travaillons avec le Pakistan et j'ai rencontré Modi il y a quelques semaines. Modi a une influence aussi dans ce processus. Je suis ravi que Modi ait pu avoir un accord avec le Pakistan. Ce sont des gens très intelligents et ils ont décidé d'arrêter leur guerre. Et imaginez ce qui se passe avec des puissances nucléaires. Tout ça pour dire, j'ai été honoré de le rencontrer aujourd'hui. Question sur les interdictions de voyage et de visa des ressortissants de certains pays. Non, nous ne sommes pas inquiétés. Voilà, c'était une déclaration, une conférence de presse en direct de Donald Trump, en direct sur France Info. Donald Trump qui fait une comparaison avec le Pakistan et l'Inde qui ont trouvé un accord après les hostilités. Enfin, Pakistan, Inde sont deux puissances nucléaires, justement, ce que n'est pas encore l'Iran. En tout cas, on sent juste, Christophe, et puis après on va aller à Marseille, toujours cette hésitation, ce flou qu'entretient le président américain. Oui, et puis surtout cette manière de communiquer, de faire de la diplomatie à la Trump, c'est-à-dire finalement d'avoir une caméra quasiment posée comme une télé-réalité où plusieurs fois par jour il donne son avis, ce qui n'était vraiment pas du tout le cas des autres présidents américains et particulièrement démocrates qui, dans ce genre de circonstances, sont plutôt entourés de leur chef d'état-major, font en sorte que ces décisions soient prises effectivement d'une manière collégiale et en tout cas que les caméras, j'allais dire, soient là en dernière minute pour annoncer notamment une guerre, ce qui était le cas. J'ai revu notamment des archives de George Bush, en l'occurrence, fils, lorsqu'il avait déclaré cette guerre, on s'en souvient, en Irak, même si la comparaison n'est pas forcément la même. Mais bien avant, pas de caméra, on n'était pas du tout dans une sorte de télé-réalité en permanence. Les diplomates faisaient leur travail et à la fin, il y avait une adresse à la nation où effectivement, on savait, puisque le Congrès était à ce moment-là interrogé sur cette demande-là de rentrer en guerre ou pas, et à ce moment-là, le président annonçait tout cela à la télé. Là, on n'est plus du tout dans cette stratégie-là, ce qui complique aussi le travail pour nous, j'allais dire journalistes, diplomates ou géopolitologues, parce que on voit bien qu'on a accès à certaines informations qui sont contrecarrées 10 minutes ou 20 minutes après. Tout de suite, on part à Marseille en direct. On est en visio avec Yannick Mireur. Vous êtes politologue. Bonsoir, merci d'être avec nous, spécialiste de la politique étrangère des USA et auteur du Populisme Smart. Yannick Mireur, que vous inspirent ces échanges, Shirin Ardakani en parlait, de plus en plus musclés entre ces trois hommes, ces trois dirigeants-là? Ce qui frappe, puisque vous venez de montrer en direct le président américain, c'est pour ce qui le concerne une absence d'histoire et de connaissances accumulées sur toutes les questions historico-stratégiques, en particulier d'une région compliquée comme celle-là. Donc il mélange un petit peu tout. La référence à l'Inde et au Pakistan, bon, très bien, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Ce sont pas trop ses sujets en quelque sorte, mais néanmoins il est confronté à cette situation d'urgence et tout à fait dramatique parce que les États-Unis et Trump en particulier, se sont un petit peu laissés mettre dans la seringue par Monsieur Netanyahou et leur alliance, que je rappelle, aussi surprenant que cela puisse être, inconditionnelle vis-à-vis d'Israël. Donc il les met un petit peu... Monsieur Mireur, je vous coupe, je suis désolé. Le président Trump reparle de l'Iran. On revient vers vous juste après. Nous avons des grandes armes. Nous avons les meilleures armes au monde. Ça, je peux vous le dire. Personne n'est à notre cheville.
Et pourtant, des pays profitent de nous. Israël, c'est un très bon pays. Nous verrons. Je reçois beaucoup de questions. Tout le monde veut savoir, mais je n'ai pas tranché encore. Des conversations avec le président Netanyahou que vous avez tous les jours. Quelle influence de Netanyahou sur la politique américaine? Quelles évolutions? Alors nous sommes en contact. Je contrôle tout. J'aimerais un accord fort, vérifiable sur l'Iran. C'est très dommage. Nous étions si proches de signer un accord avec l'Iran. Peut-être que ça pourra se reproduire. Mais ils veulent aller nous voir, ils veulent aller me voir. Mais c'est très tard. On va voir ce qui se passe. On va bien voir. Quoi qu'il en soit, le plus tôt, mieux ce sera. Tout est encore ouvert, c'est à eux de faire le premier pas. Oui, tout à fait, ils verront. Mais c'est pas facile pour eux de venir me voir. Hein. Ils sont en Iran, ils sont sous pression. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux car les bombes pleuvent. Une question qui divise la politique et le monde. Non, non, non. Moi, mes soutiens, c'est vraiment des America First, l'Amérique d'abord. Ils ne veulent pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et vous savez, il y a des gens qui m'appellent tous les jours pour s'excuser, Ted Cruz notamment. C'est un type formidable, et je l'ai toujours dit. Mais la réponse, elle est très simple. Mes soutiens ne veulent pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Personne ne le souhaite. Et moi, je n'ai pas envie de me battre. Mais s'il faut trancher entre se battre et l'Iran qui a le nucléaire, la réponse est simple. Nous avons beaucoup de têtes pensantes bien fortes et ça nous empêche de nous battre. Mais nous verrons ce qui va se produire. En fin de compte, ce qui est important, c'est que l'Iran ne peut se doter du nucléaire, de l'arme nucléaire. Et Tucker, Ted Cruz ont leur avis, mais j'ai le mien. Ils disent nous ne voulons pas nous battre. Mais c'est bien beau ce qu'ils disent, mais ce qui est important, c'est que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. J'ai dit à Tucker, est-ce que tu veux que l'Iran ait l'arme nucléaire? Et quand il m'a entendu dire ça, il n'était pas bien d'accord. Il ne voulait pas que l'arme soit dans les mains de l'Iran. Donc vous voyez, ce n'est pas facile et il va peut-être falloir se battre, mais quoi qu'il en soit, que nous nous battions ou pas, l'Iran ne peut pas avoir l'arme atomique, car sinon c'est toute la planète qui va exploser. Est-ce que vous avez échangé depuis le président français? Bon, c'est un chic type. Il a dit que j'entrais aux États-Unis pour travailler sur un cessez-le-feu. Mais non, non, ce n'était pas ça. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu parles d'un cessez-le-feu? Parce qu'un cessez-le-feu, ça veut dire que tout va bien, on va faire une petite pause dans les hostilités. Non, nous cherchons une pause définitive, un arrêt des combats. Et surtout, pas d'armes nucléaires pour l'Iran. Je pense que cette déclaration du président français, elle était très mal tournée. Compared to that of the previous administration exactly a year ago, more than 60,000 releases. What do you attribute that success to? Une question sur la politique migratoire des États-Unis par rapport à la situation sous Biden. Oui, c'est une bonne question. Hein. Voilà, vous êtes sur France Info, sur le terrain. On est sur le terrain puisque nous étions en direct il y a quelques secondes en écoutant le président Donald Trump qui a dit beaucoup de choses. On va en parler sur ce plateau.
qui a à la fois laissé la porte ouverte encore à des négociations tout en étant très ferme. L'Iran ne devra pas se doter de l'arme nucléaire et qui a également taclé Emmanuel Macron, qui avait eu une expression mal tournée, vient de dire à l'instant le président américain. Emmanuel Macron qui avait dit que le président américain partait du G7 pour chercher un cessez-le-feu, ce qui n'est pas le cas. Christophe Gascard, votre réaction, et puis après... C'est bon, j'allais dire qu'il persiste et signe. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qu'il avait dit dans l'avion au retour donc de ce G7, en rappelant que Emmanuel Macron est un chic type, mais qu'il ne comprend pas, selon lui, effectivement, ce que souhaitent vraiment les États-Unis. Une manière de tacler le président français en lui disant ma diplomatie américaine, tu me laisses la gérer. Donc là, rien de nouveau non plus. C'est assez intéressant. Par contre, il a parlé de Tucker Carlson. Vous savez, c'est ce présentateur de Fox News. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'au sein même des États-Unis et surtout au sein même de sa base républicaine, ils ne sont pas tous d'accord. Il y a une fracture. Exactement. J'ai préparé notamment une infographie qui va vous permettre un peu mieux de comprendre justement ce qui se passe, parce qu'il y a notamment dans cette base républicaine à la fois ce que l'on appelle les faucons. Les faucons, ce sont ceux qui sont, on appelle les néoconservateurs. C'était notamment tous ceux qui travaillaient avec George Bush, père et fils, et qui se sont souvent engagés dans ces guerres américaines. Et puis, il y a dans ces républicains une autre base, mais très important. On verra tout à l'heure l'infographie, on me dira quand on l'aura en l'occurrence, on en reparlera, mais notamment tous les MAGA. Et eux, les MAGA, justement, voilà, vous les voyez, les MAGA Trumpistes, eux, ils sont contre toute guerre étrangère. Eux, leur priorité, c'est America First, avec un soutien conditionnel à Israël, et sont surtout hostiles aux dépenses militaires extérieures. Voilà donc chez ces républicains, finalement, entre les MAGA et les républicains classiques, les dissensions dedans, et c'est important parce qu'aux États-Unis, ça fait réagir, et c'est la raison pour laquelle Donald Trump a expliqué que si Tucker Carlson était très sympathique, il n'avait pas compris effectivement que les Iraniens voulaient se doter de l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, Christophe, on voit sur le terrain, quand on regarde X, ex-Twitter, on voit bien qu'il y a beaucoup, et X, où il y a beaucoup de MAGA et de Trumpistes, on voit beaucoup d'insultes commencer à apparaître sur ne pas s'engager dans la guerre aux côtés d'Israël. Rina, juste une dernière réaction avant qu'on ait le rappel de titre, et vous restez avec nous, Chirine, on va en parler durant toute cette soirée. Oui, je crois que c'est assez clair. Il hausse les tons, M. Trump. Il insiste d'abord qu'on ne parle pas de cesser le feu. Ce n'est pas du tout là où il veut y aller. Et d'ailleurs, on a bien vu aussi qu'Israël, quand Israël a lancé l'opération vendredi matin, c'était 2 jours avant un rendez-vous qui était prévu à Oman pour continuer les négociations. Et donc là, le message est clair. Israël ne va pas s'arrêter pour l'instant son offensive. Par contre, avec la bénédiction des États-Unis, avec la bénédiction du président Trump. Mais de l'autre côté, les Iraniens, s'ils se montrent d'accord pour discuter la fin de leur programme nucléaire, lui, il laisse la porte ouverte. Donc, d'une certaine façon, le président Trump dit, voilà, le camp est maintenant à Téhéran, c'est à vous de décider. Si vous êtes d'accord d'arrêter votre programme nucléaire, venez, on va discuter. De toute façon, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide, ça c'est très... on le voit trumpien, on le voit je suis le patron, la balle est dans votre camp, laissez-moi je suis le patron, c'est même pas les Israéliens qui sont les patrons, c'est moi, mais après c'est sous mes conditions à moi.